Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires, en pleine pandémie, et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 29e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, chiffre magique, 29e épisode, 29 juin 2021, qui est la journée qu'on enregistre et non la journée qui est diffusée, mais quand même, 29 du 29, c'est un chiffre magique. Salut Tristan, comment ça va? Salut Marc, ça va bien toi? Ça va. C'est sûr ça va bien! On a un invité! C'est sûr ça va bien! Un épisode spécial encore! Wow, ouais. C'est débile! C'est extraordinaire! Hein? Yes! Fait que, crème, à part ça, je vais juste commencer en disant nos plateformes pour ceux qui veulent nous suivre semaine après semaine. Commencez à être nombreux à nous écouter. Donc, on est sur Spotify, sur Apple Podcasts, YouTube, SoundCloud, sur Twitter, @entre2martinis. Sur Facebook, notre page, c'est Entre deux martinis, facile à trouver. Et si vous voulez nous écrire pour soit participer, nous poser des questions, des commentaires, entre2martinis@gmail.com, entre2martinis, toutes en lettres. Fac que, on est en série, c'est débile, finale de la Coupe Stanley. Je veux juste dire que ça fait 2 fois qu'on fait un épisode et que c'est comme la veille ou genre l'avant-veille d'un match décisif. C'est vrai. Et que toutes les fois, le Canadien passe. Donc, je veux pas... C'est le jour de la marmotte, mais là, j'espère que t'as pas jinxé rien en disant ça. Je jinxe rien, je touche du bois. Je m'en suis mis partout sur le corps du bois, mais je veux juste dire que... En tout cas, je sais pas si c'est à cause dans 2 martinis, mais bref, le Canadien est en finale de la Coupe Stanley. C'est ce que j'ai à dire. Voyons voir. Là, on est le lendemain d'une défaite crève-cœur quand même. Ouais, mais sauf que j'ai vu passer aujourd'hui sur les médias sociaux que les 5 dernières coupes, je sais pas trop, là, ça avait commencé que le premier match, on se faisait laver. Genre des 4-1, des affaires de même, puis des 5-2, je sais pas trop. Puis fait que là, ça en prend. Puis anyway, s'il faut qu'on gagne en 6 à Montréal, faut en perdre 2. Fait que, c'est ça. Une belle grosse manifestation avec plein de chars de police encore virés à l'envers. Qu'on gagne pas, d'après moi, ça va brasser. Ça va brasser. Fait que as-tu un martini quelconque aujourd'hui? Non, c'est pas moi aujourd'hui, parce que, je veux dire, j'ai un martini, mais j'ai rien d'extraordinaire à partager, parce qu'on a un invité. Ouais. Mais moi, j'ai quand même un nouveau gin. Là. Oh, intéressant. Mais en fait, on a déjà parlé, mais il m'intriguait tellement que je l'ai acheté en fin de semaine parce que j'étais à court de Tundra, puis là, j'hésitais bien gros entre le Tundra et celui-là. J'ai acheté le Botaniste que tu avais... mais mon Dieu, quel bon choix. Délicieux. Je me serais attendu, là, vu que c'est un gin de Islay en Écosse, je me serais attendu que il goûte un peu la tourbe comme le Scotch. Le Scotch, ouais. Mais... J'ai-tu dit en Islande? C'est en Irlande. Non, t'as dit en Écosse. En Écosse. Fait que c'est en Irlande que je voulais dire. Ouais. Et c'est ça, donc non, il est pas du tout tourbé en fait, mais il est très bon. Il est herbacé comme un peu le Tundra. Puis, il est pas local, mais il vaut vraiment la peine. Pour vrai, non, c'est ça, exact. Écoute, là, c'est assez extraordinaire. C'est ça. Hey, c'est drôle parce que parlant de Scotch puis de Islay, connais-tu le Scotch, le Laphroaig 10? Non, je connais pas ça. C'est un excellent scotch, bien tourbé, bien fumé. OK. Puis l'affaire que je trouve vraiment cool avec ça, c'est qu'en achetant une bouteille, maintenant, j'ai comme fait un petit peu l'acquisition de cette compagnie-là parce que, dans le fond, on me donne 1 pied carré de terre sur la distillerie de Laphroaig. Donc, c'est ça, j'ai fait... As-tu une copie de ton titre d'acquisition ou oui, je suis enregistré sur le web et tout. Ah ouais, c'est donc bien cool ça. Ouais, fait que je pourrais aller visiter mon pied carré un moment donné si jamais ça l'a. Ça doit être dur sur le foie si tu veux faire l'acquisition de 100 pieds carrés. Mais c'est ça. Fait qu'en tout cas, ça a été la transition la mieux que j'ai trouvée pour aujourd'hui. Je sais pas si tu l'as compris. Non, c'est extraordinaire. T'es vraiment dans le champ. Non, mais je suis dans le champ. T'es pas attentif. C'est vrai qu'il donnait ça avec le Scotch? Oui, c'est vrai. Ouais, c'était dur pour moi de comprendre ton acquisition. Pas ton acquisition, mais ta transition. Wow. Extraordinaire. Fait que c'était vraiment pas clair. C'est une des pires transitions de l'histoire. Mais aujourd'hui, notre épisode
On va parler de fusion, acquisition d'entreprise, financement, comment vendre une entreprise, comment on peut bâtir une entreprise pour réussir à la vendre éventuellement. Et pour ça, on a un expert aujourd'hui que je vais présenter dans 2 secondes, qui est Sébastien Guyon, en fait, qui est conseiller en fusion, acquisition et financement d'entreprise. Donc, c'est comme la chose parfaite, là, la personne parfaite pour nous parler de ça aujourd'hui, qui a beaucoup d'expérience là-dedans. Donc, sans plus attendre, on va l'inviter à ouvrir son micro, puis à nous saluer, et puis commencer ça maintenant. Salut Seb, comment ça va? Ça va bien, merci. Vous autres, les boys? Yes. Super bien. Très bien. Fait que, en fait, Seb, ben, toi, t'es un très bon chum à Tristan, puis moi aussi, on se connaît depuis quand même longtemps. Là, je pense que t'achetais mes livres au secondaire dans le temps. Ça, c'est quand même très drôle. Mes livres au séminaire de la Très Sainte Trinité. Puis je pourrais même rajouter le linge également. Je pense que j'ai porté ton vieux linge. Ah, sacrifice! Wow! T'as-tu des choses à nous divulguer sur Marc-Antoine qu'on saurait pas? Ah, il se lavait pas. Heureusement, il était livré lavé. Y avait-tu des trous dans certains endroits des vêtements où c'était pas normal? Ou, non, c'est ça, c'est pas ça le sujet aujourd'hui. On parlera de vêtements une autre fois avec un expert de la mode. Avec un expert. Ouais, mais écoute, c'est juste vite, je fais un aparté. C'est le fun qu'on soit absent parce que, premièrement, il y a beaucoup d'expérience. Je pense que la discussion qu'on va avoir aujourd'hui, ça va être vraiment très riche. Puis tu sais, il y a une couple d'années, c'est une anecdote, mais moi et Seb, on s'est retrouvés dans un même événement à Montréal. Je pense que c'était le premier, Seb, si je me trompe pas, de reprenariat là, au niveau des entreprises. Là. C'était genre une rencontre au sommet à Montréal entre ceux qui voulaient céder leur entreprise, puis ceux qui voulaient reprendre leur entreprise avec un paquet de conférenciers invités. Puis c'était vraiment intéressant. Puis c'est là que j'ai vu que Seb avait vraiment tourné son intérêt vers ça, là, vers ce genre de. Puis tantôt, tu l'as bien expliqué juste avant qu'on commence à enregistrer, t'étais un peu maintenant le Remax, mais pour les entreprises, là, dans ta spécialité. Là. Tout à fait, c'était le sommet international du reprenariat. Ouais, vraiment cool. Fait que, pour commencer, avant qu'on parle un petit peu de ton parcours, parce qu'en fait, je veux savoir en fait c'est quoi ton parcours, mais pour commencer, étant donné que tu es un invité sur le podcast Entre deux Martinis, c'est comme la loi ici, il faut que tu nous partages une recette de cocktail, ton drink préféré, c'est quoi? Donc pour nos fans. Ouais, donc la recette vient pas de moi, elle vient d'un bon ami à moi qui se nomme Jim. Mais je te dirais que c'est le drink du moment. Je suis quelqu'un qui aime les drinks avec de l'eau gazéifiée. Mon corps l'apprécie particulièrement les lendemains. Donc, ça va comme suit. Le drink du moment, c'est un gin québécois norrois qu'on utilise avec des bleuets qu'on écrase dans le fond d'un shaker avec un peu de jus de lime, de la glace. On shake ça. Puis on finit ça avec une touche de, on va pas nommer la marque, mais de l'eau gazéifiée au mur. OK. Puis, une petite feuille de menthe maison là, sur le top. Puis, très léger, pas sucré. Il garde le corps hydraté. Donc le gin norrois, c'est celui de la poche bleue, je me trompe-tu? Tout à fait. Ouais, c'est ça, hein? OK. Wow, fait que ça, sur le bord d'une piscine, ça le fait, là? Oh, ça se fait très bien. C'est à digestif, à tout moment. Ça fait le travail. J'ai le goût de dire que ça peut être traite aussi si tu mets trop de sur le bord d'une piscine puis c'est si bon que ça avec la petite menthe puis de la lime là. Et là là. Ouais, c'est juste que tu peux, tu sais, ça a l'air d'être quand même long à préparer, fait que tu t'embarques d'une mission quand tu t'en... Ouais, tu prends ton temps. Faut pas être stressé. C'est ça, fait que t'en bois un, puis après ça, t'embarques sur la bière. Fait que, Seb, écoute, là, on a dit que t'étais conseiller en fusion, acquisition et financement d'entreprise, mais t'as dû bien étudier dans quelque chose pour devenir ça. C'est quoi ton parcours? Ouais, c'est ça, pas juste scolaire, mais aussi ton parcours professionnel. Yes. Ouais, c'est bon. Donc, gradué de l'école primaire Montarville de Saint-Bruno. Ouais, yes, moi aussi. Où mes enfants vont aujourd'hui. Non, blague à part, je suis un CPA-CMA de formation. Donc, ça m'a amené à travailler dans le domaine bancaire. Un très court séjour dans le domaine bancaire, dans le financement corporatif, où je me suis rendu compte que j'ai vite compris que le financement, en fait, la grande entreprise, c'était pas pour moi, que je n'étais pas dans le moule, quoi. Donc, je suis parti à mon compte 18 mois après mon embauche dans le domaine bancaire. Puis,
pendant 10 ans, j'ai vraiment occupé des postes de contrôleur financier qui m'ont mené à des directeurs de financiers, à faire du financement, à faire des acquisitions, puis à siéger sur des comités de gestion. Puis ce qui m'a amené à aujourd'hui à temps plein, là, faire carrément que de la fusion-acquisition et du financement corporatif. Puis aussi, là, je continue à siéger en même temps là, sur des comités et conseils de gestion de mes clients actuels et passés. Donc, tu sais, autrement dit, ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on est des corps arrière d'une transaction. Donc, on s'assure qu'il y a un deal, on s'assure que tout le monde y trouve son compte, que tous les intervenants travaillent dans le même sens là, pour qu'on arrive à la date de clôture et qu'il y ait une poignée de main, que tout le monde puisse fêter dans un repas de closing dinner qu'on appelle, qu'on a perdu la sensation dans la dernière année, mais qui est toujours un événement plaisant à voir lors d'une transaction. C'est clair. Mais qui t'engage? Est-ce que c'est le client comme tel qui... T'es comme un médiateur entre les deux entreprises ou qui finance dans le fond tes activités? On a toujours un parti pris. OK, c'est ça. C'est l'acquéreur ou le vendeur qui nous embauche. Puis nous, on représente notre client face à l'autre partie. Évidemment, on cherche toujours, quand je dis, faut que tout le monde trouve son compte, faut qu'on aille faire des transactions gagnant-gagnant parce que... Tu fais le due diligence, mettons, ou la vérification, ces choses-là, dans le fond, pour l'entreprise? Non, même pas. Non. On a les corps arrière. Donc, on s'assure, on les chapeaute. Donc, il y a quelqu'un qui fait la vérification diligente, il y a des avocats dans le dossier. Nous, on négocie les termes, conditions du deal. Par la suite, on bascule, les avocats rentrent dans le dossier, les comptables rentrent dans le dossier. Les gens font leur propre vérification diligente des opérations, du marketing, des TI, des RH. Nous, on s'assure de coordonner tout ça pour qu'on en vienne à avoir une transaction. Puis à chaque fois qu'il y a un nœud de rencontrer ou des problèmes à discuter ou des enjeux majeurs, on est là pour les dénouer, trouver une solution. Est-ce que tu embarques... Excuse, j'ai 1 million de questions. Est-ce que tu embarques dans le deal, dans le fond, quand les deux parties sont là, ou c'est, mettons, moi je veux vendre mon entreprise, je fais affaire avec toi pour que tu me trouves un acheteur? On a les deux. Okay. On a des gens qui viennent nous voir et qui disent j'ai reçu un offre non sollicité, peux-tu m'aider à m'accompagner dans le processus? Ou carrément, on a des gens qui viennent nous voir et qui disent je veux vendre, donc aide-moi à commercialiser mon entreprise. Et où je veux acheter une entreprise, mais je n'ai pas de cible préétabli, je veux juste croître par acquisition, j'en suis là dans mon stade de vie d'entreprise. OK, c'est pour ça que tu disais courtier, Max, c'était comme un broker d'entreprise. Moi, j'aime pas le terme courtier en tant que tel, là, parce que je trouve que c'est utilisé trop péjorativement, mais oui, on peut faire le parallèle, mais surtout un conseiller à ce niveau-là. Okay. Tu peux-tu me dire, Seb, mettons les dernières années, sans divulguer de nom rien, mais à combien de transactions tu as participé à peu près, on top of your head? Là? En fait, une dizaine de transactions M&A, fusion-acquisition, le pur et dur par année à 3. Moi, mon collègue Stéphane Rachon et mon autre collègue Philippe Adam. On a fait une dizaine de transactions à 3. Puis on fait une trentaine de dossiers de financement là, en parallèle. Donc, des dernières années, juste dans les 2 dernières années, ça fait une vingtaine de transactions. Juste au Québec ou tu fais Canada, États-Unis? C'est que des entreprises québécoises, nos clients, mais on a déjà vendu à des Américains ou vendu à des compagnies qui viennent d'ailleurs au Canada. Tu pourrais-tu exercer ce que tu fais là à l'extérieur du Québec ou il y a quelque chose par rapport aux lois qui est plus touché, j'ai le goût de dire, sensible ou... Ouais, tu sais, ici à l'AMF, là, tu sais, nous... Ouais. Des marchés financiers. On est CPA, on a de la base, on a de l'ouverture, on a des trucs de lousse, mais on vend des entreprises, on vend pas des actions. Puis il y a toutes sortes de réglementations, donc c'est important de se conformer aux réglementations. Donc il y a assez de jobs au Québec pour bien vivre. Ouais. As-tu un secteur d'activité précis ou dans le fond c'est n'importe quoi? Ou non, c'est direct, c'est la même recette, peu importe l'industrie. Okay. Je dirais juste qu'il y a peut-être des industries comme les TI, où est-ce qu'on est dans le software SaaS, donc des systèmes as a service, parce qu'on a des mensualités, puis on estime de la valorisation basée sur ces revenus-là. C'est peut-être des niches un peu plus dans une autre sphère de vente, parce que c'est des multiples qui sont complètement différents de ce qu'on va voir dans les autres industries. Je pense aussi peut-être aux pharmaceutiques qui ont des pertes, mais qui ont des brevets. Donc, tu sais, tout ce qui touche propriété intellectuelle ou des logiciels qui se vendent en termes de mensualité,
Je te disais qu'on en fait moins, pas qu'on n'en a pas fait, on en fait moins. On fait tout ce qui est opérationnel avec un profit, puis on vend les profits sur un multiple des profits avant intérêt, impôts, amortissement. Puis, ou est-ce que c'est la même recette à chaque fois? Puis y a-tu des tailles, tu sais, est-ce que ça prend quoi en fait pour une compagnie pour ça prend-tu un, tu sais, est-ce que dans le fond tu prends juste des compagnies qui ont un certain chiffre d'affaires ou c'est Non, je te dirais qu'on évalue tous les dossiers qui sont venus à nous, on fait un diagnostic, c'est totalement gratuit, puis on regarde le challenge qu'on va avoir devant nous, notre capacité à vendre parce qu'on est à la performance, donc pas de transaction, pas de, on travaille pour rien, puis ça peut arriver, mais c'est pas dans notre intérêt, mais ça serait de bien servir le client puis dire que si on te signe, ben C'est quoi? on peut livrer la marchandise. Donc, mais il n'y a pas de taille. Je te dirais que n'importe quoi en haut de 500 000 de valorisation qui a un marché d'acheteurs, on peut trouver un acquéreur. Puis ça va jusqu'à. Dans la plus grosse entreprise, on a fait 57 millions. Donc, ça va là-dedans. Mais je te dirais qu'à cette hauteur-là, là, en haut de 10 millions, il y a beaucoup de concurrence avec les investment bankers, les Big Four comptables. Donc, c'est moins notre niche. Nous, c'est plus la PME là, qui va être en bas de 10 millions de chiffre d'affaires. Tu parlais tantôt que vous faites. En fait, tu viens juste de dire ça. Vous faites des diagnostics puis tout ça. C'est quoi, mettons, quand tu vas évaluer une entreprise ou mettons, un dossier qui vous est soumis? C'est quoi les genres de les red flags, là, les choses qui vont vous dire hey, moi, on touche pas à ce genre de transaction-là, ça nous intéresse pas? Plusieurs facteurs. Je dirais, c'est pas qu'on touche pas, c'est que c'est tout le temps des facteurs atténuants qui font en sorte qu'on négocie à la baisse, disons. Là. Je vais pas te dire, je pense que toutes les entreprises peuvent s'acheter si quelqu'un voit un potentiel, est allumé, connaît l'industrie, puis voit il y a un plan de relance, puis il y a un plan de croissance. Je pense que n'importe quelle compagnie peut se revirer sur un dessous. Là. Mais c'est sûr que une dépendance envers un client, si j'ai 50% de mon chiffre d'affaires qui dépend d'un client, oui, je fais de la bonne argent, mais si je ne sais pas ce client-là, je perdrais de l'argent du jour au lendemain. Donc, c'est un facteur atténuant qu'on va chercher à mitiger ou à négocier à la baisse dans le prix. Une entreprise de service aussi, ça doit quand même être où est-ce qu'il y a dans le fond le propriétaire, comme le président ou le propriétaire de la compagnie, c'est lui qui run le show dans le fond. Ça doit être plus compliqué aussi. Là. Tout à fait. Peu importe l'industrie, il y en a que c'est des one-man shows qui gèrent tout, des achats aux clients, la relation client, les contrats, les ventes, les opérations. Ben, c'est sûr que plus tu es partout, plus on a besoin de toi dans la transaction, plus s'il t'arrive de quoi, ben on est mal pris, donc on va moins valoriser cette entreprise-là. C'est ça. Donc, c'est tous des facteurs. L'inconstance des profits. Une année, je fais 500 000 de profit, l'autre année, j'en perds 100 000. Pourquoi? J'ai de la misère à te l'expliquer. C'est une mauvaise année, l'économie, c'est ça. Ben, c'est moins valorisant que d'avoir une stabilité dans tes revenus qui va me sécuriser pour payer mon prêt de l'autre côté lorsque un banquier va me faire confiance pour que je fasse l'acquisition de mon entreprise. Donc, plusieurs. Puis après ça, on rentre dans le détail de dire, ben, un fonds de roulement, c'est quoi le fonds de roulement que je vais avoir à la transaction? Je vais avoir un fonds de roulement en santé qui va me permettre de pouvoir opérer du jour au lendemain sans devoir réinvestir dans l'entreprise ou le vendeur veut tout sortir ses billes, garder les recevables, puis me forcer à réinvestir un autre 100 000, 200 000, 500 000 dans le fonds de roulement pour que je puisse payer les payes, les loyers et tout sans me soucier, sans me stresser. Donc, des facteurs comme ça, la balance de vente aussi, je dirais que c'est un gros facteur atténuant. Là, si la personne ne veut pas de balance de vente, ben nécessairement. Peux-tu expliquer la balance de vente? Si j'imagine que c'est comme en immobilier, mais juste pour les auditeurs. Oui, tout à fait. L'immobilier, ça se voit, mais pas mal. Je dirais moins souvent, mais ça existe, puis il faut le savoir parce qu'il y en a qui sont prêts à l'offrir. Dans le milieu de la fusion et l'acquisition, je dirais c'est commun à 9 transactions sur 10, il y a une balance de vente. Donc, il y a un montant qui est laissé à payer à la transaction. Donc, ça varie entre, je dirais, 5 et 25 du montant de la transaction. Donc, pour faire des chiffrons, si j'achète une compagnie à 1 million, ben, si j'ai une base de vente de 25 il y a 250 000 qui va rester à payer entre l'acquéreur et le vendeur sur une période de généralement entre 24 et 60 mois. Donc, c'est une forme de garantie pour
l'acquéreur de dire, ben, s'il y a des choses que n'étais pas au courant, ou s'il y a des factures qui rentrent du passé, ou des inspections fiscales, ou peu importe, tous des montants que j'ai pas à supporter parce que ça date avant la transaction, donc c'est une dette que le vendeur doit assumer, ben, au lieu de courir après le vendeur pour dire, hey, tu sais, je dois payer cette facture-là, mais en réalité, c'est ta dette à toi, donc avance-moi les sous pour que je puisse payer de l'autre bord, parce que lorsqu'on achète une compagnie, c'est important de comprendre que lorsqu'on achète des actions, ben, on reste garant de tout le passé de cette entreprise-là. Donc, si le fils vient d'un matin et te dit, hey, t'as fait une fraude fiscale ou t'as mal déclaré tes taxes, tu nous dois 50 000 ben, c'est l'incorporation qui doit 50 000 donc, il faut que l'incorporation le paye pour qu'elle puisse continuer à avoir Tu le les déduis services. de la balance de vente. Là. Exactement. Donc, la balance de vente est là pour dire, bon, ben, regarde, j'ai retenu Comme un fonds de safety là, pour un cas d'imprévu, mettons. Exactement. C'est genre, si jamais il y a des hypothèques légales, c'est un peu l'équivalent dans l'immobilier, dans le fond. Dans l'immobilier, c'est ça. Si t'achètes un immeuble à revenu, mettons, puis tu sais pas, l'immeuble, il y a 1 million, puis tu le payes 700 000 avec une balance de 300 000 payable dans 5 ans, dans le fond. C'est ça, exact. Là, l'autre bord, t'as des garanties, dépendant comment tu négocies. On peut avoir un deuxième rang sur la maison de la personne. Puis on peut juste avoir les actions en garantie de la compagnie qui fait que si tu me dois l'argent, tu ne le payes pas, j'ai un droit de regard sur la reprise de mes actions de mon entreprise. Mais c'est sûr que c'est là où ça devient vraiment important de choisir. Avoir des bons avocats. Ben, avoir des bons avocats, mais aussi choisir à qui on vend parce que il n'y a rien de pire dans la vie que d'être pris en chicane avec des avocats puis de prendre son fonds de pension, parce que souvent c'est ça quand on vend, c'est notre fonds de pension, puis de devoir payer des avocats à coût de 10 000 de facture pour régler le conflit, tu sais. Donc, des fois, tu sais, l'argent c'est une chose, mais c'est une autre chose de vendre au plus offrant, qu'on peut avoir une offre à quelqu'un qui on a confiance, qu'on sait qu'il va mener l'entreprise où est-ce qu'elle devrait aller, puis en tout cas, au moins assurer la pérennité des activités de la façon que c'était déjà géré avant, avec certaines améliorations, puis qu'on sait qu'on va être payé à la fin, qu'on n'aura pas à se battre. Il faut aussi faut peser ça dans la balance lorsqu'on choisit notre activité. Tu dirais-tu que tu sais, je me reporte, puis j'ai ressorti, parce que j'avais gardé un peu les documents qu'on s'était fait donner il y a une couple d'années, justement, à ce sommet-là. Il y avait de plus en plus, on voyait qu'il y avait là, une tendance à la hausse au niveau des entreprises qui cherchaient à être rachetées, des entreprises qui cherchaient à vendre. Est-ce que c'est une tendance qui continue à être à la hausse? Tu vois-tu de plus en plus, es-tu de plus en plus sollicité pour des transferts d'entreprises? Ouais, ça c'est, tu sais, on était à l'école, je pense que c'est là que j'ai eu le son de cloche. Là. À l'école, on nous disait 2016 à 2026, ça allait être la période la plus économiquement viable pour les transferts d'entreprise. Puis là, c'est un type d'évaluateur d'entreprise qui voulait pitcher ça. Puis, en fait, ce qui évaluait mal, c'est qu'un entrepreneur, dans leurs stats, prenait sa retraite à 65 ans. Okay. Un entrepreneur, ça ne prend pas sa retraite à 65 ans. Ça la prend à 70, souvent en montant. Parce que pour la plupart, c'est sûr qu'il y en a qui veulent sortir plus tôt, là, mais je te dirais que ton 8 sur 10, à 65 ans, ne pense pas à la retraite. Mais je te dirais que la pandémie a fait en sorte que c'est comme une brique sur leur quotidien. On surfait une belle période économique, la business allait bien, souvent était automatisé. Donc, pourquoi vendre si l'argent rentre, je m'implique 15-20 heures semaine, ça m'occupe, j'aime ça. Je te dirais que la pandémie a vraiment fait en sorte de changer leur quotidien de tout au tout, puis se dire, OK, là, j'ai plus d'énergie, j'ai plus envie, là, je veux vendre. Mais là, toi, tu parles d'un entrepreneur qui roule la même business toute sa vie, mais tu sais, t'as des serialpreneurs, là, dans le fond, qu'eux autres, ils achètent des business pour les pimper, puis après ça, les revendent, puis ils font ça en série. Tu sais, eux, dans le fond, ils accumulent du capital à chaque fois pour acheter des... Il y en a qui trippent à faire ça, là, bâtir des compagnies, les monter, puis les revendre. Là. Fait que ça, est-ce qu'ils prennent leur retraite plus tôt, ces gens-là, ou ils font ça tout le temps? Ouais, ça c'est personnel à eux autres. J'en ai qui veulent prendre leur retraite à 50 ans. Puis, parce que, tu sais, faire ça, puis tu te ramasses une couple de millions dans le compte, mettons que ta semaine de 40 heures, elle vient de fondre un peu à peut-être 5-10 heures. Non, c'est sûr, mais tu sais, il faut toujours garder en tête que le travail qu'il faut faire pour flipper une entreprise puis l'amener à doubler, tripler, faire x10 sa valeur, c'est
se retroussent les manches, puis ils travaillent à la soirée de leur front. Fait que ça dépend juste de leur énergie, ce qui les allume, puis si on a envie de faire ça longtemps ou pas. Je pense que c'est propre à tout le monde. Les clients, c'est des entrepreneurs, puis des entreprises. Puis pour continuer à croître, ben, ils sont dans autant pour les embauches que en fait, le mur de la croissance devient les embauches. Donc, pour avoir plus d'employés, ben, ça devient un peu un mal nécessaire, pas un mal nécessaire, mais une nécessité de croître par acquisition. Donc, on fait quelques acquisitions, on fait du temps avec eux. C'est ça, je lisais un livre, Tristan en a parlé, puis j'en ai parlé souvent. Tu connais-tu le livre Build to Sell de John Warrillow? Ouais. Ouais. Oh, c'est ça. Super bon livre, en fait. Tout à fait. Puis c'est ça, en fait, qui explique là-dedans, c'est que, tu sais, mettons, tu décides un moment donné que toi, tu veux vendre ta compagnie. Comme exemple, moi, je suis une compagnie de service, c'est comme on disait un peu plus tôt. C'est un petit peu plus dur à vendre une compagnie de service parce que le service, c'est un peu moi, mettons. Puis c'est tout le temps un peu personnalisé à chaque client. Fait que quand tu as un produit, tu sais, un service personnalisé, ben c'est tough de scaler. Mais si tu transformes ton service en produit qui se vend comme un produit, avec un processus, etc., que là, tu peux engager des vendeurs qui vont vendre ce produit-là, ce service comme un produit-là, puis du monde qui vont l'exécuter et tout. Et là, c'est comme ça que tu réussis à scaler. Mais ce qu'il disait aussi dans le livre, c'est qu'à un moment donné, là, tu as deux choix rendus au stade où est-ce que tu as des offres sur la table, que tu as grossi ta business, puis que tout est beau. Mais là, il y en a aussi qui disent, ben regarde, j'ai réussi à bâtir ça, puis le cash continue à rentrer. Fait que je pourrais quand même décider de la garder, puis de décider de plus vendre finalement, comme tu disais un peu plus tôt, puis de juste laisser la business rouler comme ça, puis de continuer à croître. Tu sais, quand la roue a bien graissé, là, après ça roule pas mal tout seul. On s'entend que ceux qui sont bien entourés, bien conseillés, qui arrivent à faire ce genre d'automatisation, de système-là qui fait que ça roule tout seul, puis on a la machine à saucisse, là, puis on a la recette, puis ça fonctionne. C'est sûr que, comme je disais, il n'y a aucune intention de vendre. C'est juste là, la pandémie fait en sorte que pour plusieurs, il a fallu revoir le modèle un peu, pivoter ou, tu sais, juste attendre que ça reparte. Puis, je dirais que dans certains cas, ça n'a pas échaudé, mais ça les a amenés dans la réflexion à dire, OK, là, moi, j'ai plus l'énergie de me replonger là-dedans à temps plein. Là, ouais. Donc, c'est là où ça l'amène, je te dirais, un volume de transactions un peu plus élevé en ce moment. Faites-vous ça, vous, dans le fond, tu te dis qu'il est bien accompagné puis fait bien. Tu sais, mettons quelqu'un, là, exemple comme moi, qui décide, qui dit, moi, tu sais, éventuellement, j'aimerais ça, switcher un peu mon modèle d'affaires, au lieu de, mettons, de faire de la consultation, de tourner, faire plus, mettons, plus d'exécution, mais avec des processus, puis me concentrer sur une affaire, comme on vient de dire, qui devient, mettons, mon produit unique, mettons, que je peux scaler, ou trouver c'est quoi le produit, puis comment m'aligner, puis etc. Est-ce que vous, c'est le genre d'affaires que vous faites, mettons, ou je dis moi, mais n'importe quel pigiste, mettons, qui à un moment donné décide de passer en deuxième vitesse puis de grossir sa business? Est-ce que vous faites ce genre de choses-là aussi? Sinon, qui fait ça? Je te dirais, nous, on ne fait pas ça du tout. En fait, ça, c'est d'autres consultants. Là. Moi, les coachs de vie. Non, mais tu sais, j'aime bien, moi, si vous avez lu ou pas, là, le livre Traction, qui est comme un système entrepreneurial de gestion, là, ça s'appelle le EOS. Puis, c'est des consultants qui viennent carrément structurer ta business pour que les processus travaillent pour eux-mêmes. Puis que justement, les employés qui prennent un poste, ben, ils ont déjà la Bible de dire voici ce que je m'attends de toi dans un poste, voici ce que tu fais, puis tu reproduis ça. Puis si tu as des améliorations, tu viens nous voir, puis bon, on a toujours une constante amélioration. Puis c'est ça, ça gère toutes les processus, là, dans le fond. Processus, ben, on parle de processus, bon, ça gère le comité de gestion, ça gère comment on fait nos rencontres à toutes les semaines, ça gère comment bâtir tes KPI pour suivre ta business à 35 000 pieds, ça gère comment pivoter ton modèle d'affaires si tu n'es pas dans la bonne angle. Fait que, c'est des gens qui t'amènent à te remettre en question, à te challenger. Puis là, rajoute à ça de l'intelligence d'affaires qui va être une autre couche par-dessus, qui est de dire, ben ça, de l'intelligence de marché, il faut que tu fasses une étude de marché avec une personne qui... Y a-t-il une demande pour le produit que tu veux offrir, mettons? Ou... Exactement. Donc, tu sais, il faut que tu confirmes ce que tu vois. Donc, tu sais, ça, c'est une job à temps plein de remettre en question ton business model Canva, etc. Donc, ça, c'est qui fait ça, t'as dit? Ben, écoute, c'est un mélange de plusieurs personnes. Il y en a qui le font peut-être ou qui essaient de le faire, mais pour moi, c'est des niches complètement séparées. Comme des coachs d'affaires. C'est ça. Comment tu as structuré pour croître? Ça, c'est des gens qui ont l'obligation d'avoir scale up une business,
de l'avoir revendu, puis d'avoir eu le parcours entrepreneurial pour se rendre là. Donc, c'est des coachs qui ont passé par là. Puis après ça, bon, ben, tu sais, ton business model Canva, mais tu sais, c'est un coach qui va t'amener à te dire, tu sais, est-ce que ton modèle d'affaires marche? Est-ce qu'on va l'essayer, mais est-ce qu'il y a une réponse Tu tapes-tu sur ton bureau en même temps que tu nous parles? Ouais, excuse-moi, tout à fait. J'imagine. Non, c'est correct, il est passionné. C'est parfait, j'ai la même manie, mais c'est juste parce qu'on l'entend dans le micro. C'est bien correct. C'est bien correct aussi, c'est ça, c'est la passion. Fait que continue. Exact. Donc, tu sais, il y en a, tu sais, on pourra, si jamais les auditeurs veulent des références, j'ai des références à donner, mais oui, je dirais que, il y en a. Des auditeurs ou des animateurs, mettons. Mettons un animateur qui skate un peu une genre de consultation là, en ce moment là, aussi. Non, mais parce que je sais que s'il y a des pigistes qui. Tu sais, c'est ça le. En fait, c'est un choix. T'as le choix quand tu es pigiste, mettons, ou à ton compte ou whatever. T'as le choix de dire je reste comme ça, j'ai mes clients, pis tout ça. Sauf qu'à un moment donné, il y a comme un certain stress qui s'installe. Mais je pense que même quand tu grossis puis que tu as des employés à ta charge, il y a tout le temps du stress de toute façon quand tu es entrepreneur ou à ton compte parce que tu sais pas demain matin, je vais-tu perdre la moitié de mes clients pour X raison, il va-tu avoir une COVID qui va arriver et qui va tout fucker mon affaire, ou genre mes employés vont-tu décider de partir avec mes clients, tu sais, il y a tout le temps un stress. Mais le gros dilemme de ben des pigistes, justement, c'est rendu à un point à la croisée des chemins, qu'est-ce que je fais? Je continue comme je fais là, à faire mes petites affaires tout seul, puis tu sais, je suis complètement dépendant de ma business dépend de moi, en fait, ou je prends le virage à droite, puis j'embarque sur l'autoroute, j'engage du monde, puis let's go, je grossis. Mais c'est cette partie-là qui fait quand même peur, parce que engager du monde, ça veut dire qu'il faut que tu piges dans tes revenus à toi. Fait que pour un certain temps, tu vas probablement faire peut-être moins de revenus. Puis qui t'engage en premier? T'engages-tu un représentant? T'engages-tu un exécutant? C'est quoi, tu sais? Plus ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est de s'entourer d'un SWAT team qui va t'enligner dans cette direction-là. D'où ce qu'on va faire dans ton processus réflexionnel, c'est le jour où tu me dis, OK, je pars, puis j'engage, puis je grossis. Ben là, on va dire, OK, ben avant de faire quoi que ce soit, on va se faire un plan de match financier, puis on va lever du financement pour que tu puisses, tu sais, tu n'aies pas à piger tant que ça dans tes poches, mais tu piges un peu, mais quelqu'un qui a un créancier derrière qui va acheter ton plan, puis qui va en mettre lui aussi pour te donner de l'air dans ton cash flow, pour pouvoir engager du monde que tu as besoin, pour pouvoir mettre le plan exécution, puis on va te suivre à tous les mois pour t'assurer que dans ton budget versus ce que tu fais en réalité, tu es en pace. Excuse-moi, tu es sûr. Tu es en ligne avec tes projections, puis de réagir tout de suite s'il y a du réalignement à faire. Ça, c'est un prêteur privé, ça? Ou dans le fond, c'est le gouvernement, il y a des subventions, mais tu sais. Il y a plein de. Non, la seconde que tu mets un peu de ton argent dans un projet d'entreprise, n'importe quelle banque, BDC, IQ, Investissement Québec, même des fonds régionaux comme la FTQ, dépendant de la grosseur du projet, vont le regarder puis vont se faire une tête. Puis si c'est un bon comportement de crédit puis que ton plan est viable, tu faisais de l'argent avant, la recette est là pour montrer que tu sais comment faire de l'argent, puis tu vas être capable d'en faire plus, tu vas pouvoir rembourser ton prêt, puis c'est d'expliquer le plan qui va t'amener où tu veux aller, puis de le vendre, en fait. J'ai une question plus. Je vais aller de l'autre côté parce que là, Marc-Antoine, il parle de sa business qu'il veut vendre, puis il veut se pousser. Mais non, je veux pas vendre, mais tu sais, c'est quelque chose à penser dans la vie d'une entreprise, c'est des choses à penser. Là. Ben oui, c'est clair. Mais je me transpose du côté 2 secondes, mettons, du côté des acheteurs ou des acquéreurs potentiels. Puis là, je parlerai pas, mettons, des entreprises, Seb, avec lesquelles tu as travaillé, qui visaient à des acquisitions pour de l'expansion, qui voulaient augmenter, tu sais, tout ça. Tu sais, mettons, je vise quelqu'un, monsieur, madame, qui veut, peu importe l'âge, qui veut se lancer en affaires. Qu'est-ce que tu penses qu'il est le meilleur? Est-ce que c'est mieux de se partir en affaires from scratch, puis c'est mieux de viser à peut-être faire l'acquisition d'une entreprise existante quand tu te lances en affaires? Je dirais, ça dépend de ton champ d'expertise. Okay. J'ai un voisin qui est postdoc en électroacoustique. Okay. Qui a des clients qui a du GAFA comme client à travers son employeur. Lui, s'il se lance en affaires, je vais lui dire, ben, si tu as un produit niche que tu veux créer, pars-toi de zéro. Mais si c'est un gars en construction ou service de base ou en imprimerie, où il y a tellement d'opportunités de ne pas partir à zéro, de ne pas avoir déjà une clientèle existante qui te permet de te payer ton revenu, ton salaire en partant,
Mais ça coûte un peu plus cher, par exemple, quand tu achètes une business qui roule déjà. Tu sais, si tu veux partir en affaires, tu as le modèle au pire de la franchise un peu, là, qui est ça, mais que tu dois tout, dans le fond, à la bannière. Mais si tu achètes une business qui existe déjà, j'imagine, ben, ça coûte plus cher que de partir à ton compte. T'as déjà une clientèle, par exemple. Généralement, t'as Ouais, quelque chose de Ouais, mais ça te prend les avancé en fonds termes pour de l'acheter, revenus. la business. C'est sûr, c'est sûr. Ouais, mais les fonds vont venir de balance de vente, puis de mise de fonds, puis tu sais, le montage financier idéal, là, tu sais, c'est parce que tu peux faire une transaction, c'est justement là, c'est avoir un 20-25% de mise de fonds qui fait que si tu mets 5-10% de ton argent euh, dans le total de la transaction, on va avoir à peu près 30% total qui va être considéré comme une mise de fonds. J'inclus la balance de vente dans mon calcul. Ben là, tu sais, les BDC de ce monde, les IQ de ce monde, ils vont à côté de n'importe qui a un plan, qui sait où qui s'en va, puis qui a de l'expérience dans l'industrie. Ils vont te prêter ils vont te donner les moyens, puis c'est pas de. Ouais. Sauf que oui, mais là, tu viens de dire qu'il faut que tu aies 25% de mise de fonds. Tu sais, on s'entend Non, que c'est pas ça que tu as dit? balance de vente à OK. 20-25%, puis toi, tu mets 5-10% du montant de la transaction. OK. OK, j'avais mal compris. Puis, à la limite, tu peux convaincre, là, tu sais, comme ça se convainc de dire, là, ça va être 30, ça va être 40% de balance de vente, je vais te donner un chèque de 60% upfront, puis je vais te repayer, voici les conditions dans lesquelles je vais te payer, puis je vais mettre 0, moi, parce que je suis jeune, puis j'ai pas les moyens, ou je suis jeune, j'ai la volonté, puis je vais juste me trouver un partenaire d'affaires qui va me prêter, qui va mettre les fonds, qui va être majoritaire, mais avec lequel je vais avoir une entente pour racheter des parts au fur et à mesure que la business va grandir. Ça va être un peu mon mentor aussi dans cette aventure-là. Donc. Puis ça, ce montage-là, tu sais, qui fait? Tu sais, mettons que moi, je veux acheter une entreprise, là. Je dis moi, mais ça peut être Tristan. Mais, mettons, là, tu sais, premièrement, la première question, c'est où tu vois les entreprises qui sont à vendre. Tu sais, oui, il y a acquisition.biz, des affaires-là, mais souvent, c'est des franchises puis des petites business genre de, tu sais, de coin de rue, mettons. T'as des sites comme Flippa puis tout ça, où est-ce que c'est des e-commerce que le monde vend qui ont monté puis ces affaires-là. Mais j'imagine qu'il en existe d'autres. Puis deux, c'est qui te le fait, ce montage-là, de dire... Hey, parce que, tu sais, quelqu'un qui connaît pas ça, là, savoir que, tu sais, honnêtement, j'ai même pas pensé que tu peux faire une balance de vente sur une entreprise, tu sais. Fait que, tu sais, c'est où, mettons, tu décides, mettons, tu te dis, moi, j'aimerais ça acheter une entreprise, là, c'est quoi la première étape que tu vas faire? Tu appelles tous les courtiers que tu peux trouver. Tu leur dis que tu recherches, tu les appelles non en premier, là, mais tu sais, mettons, tu veux le plus maximiser tes chances. Tu appelles tous les courtiers que tu trouves, puis tu leur dis, voici mon profil. Je suis X, j'ai tel âge, j'ai tant à mettre, maximum. Mais c'est quoi, mettons, le minimum d'argent à mettre qu'il faut que tu sais, t'as-tu du monde qui t'appelle et qui te dit j'ai 5 000 à mettre, ou tu sais, ça prend-tu 100 000, ça prend-tu 20 000, mettons un montant raisonnable, tu sais, qui est pas toutes tes économies d'une vie, ou, mais tu sais, que c'est comme, tu peux te permettre de, ça serait quoi, mettons, le minimum acceptable? C'est toujours proportionnel à la grosseur de la transaction, tu sais, fait que ouais. Mais je vais te dire, on va dire un chiffre minimum, là, je pense à 25 000, là, ça serait le minimum, mais avec 25 000, tu vas pas acheter une business de 2 millions non plus. Non, mais tu peux la rendre, tu peux avoir une base quand même. Ouais, je dirais, on a déjà, dans le passé, c'est du cas par cas, ça dépend. Si tu es le meilleur acheteur pour cette entreprise-là, tu sais où tu t'en vas, puis tu es convaincu que tu vas doubler le chiffre d'affaires et la profitabilité, puis que tu réussis à nous le vendre. On a déjà fait une transaction où on a représenté l'acheteur, il a mis, faire des chiffres, mais on pourrait ramener ça en prorata par la suite. Là. La personne, elle a mis 500 000 dans une entreprise, puis elle a payé 25 millions. Fait que, tu sais, 500 000 sur 25 millions, c'est pas grand-chose. C'est vraiment du cas par cas, mais c'est 2%. C'était le meilleur candidat pour l'acquisition. C'était un employé clé, il y avait un plan, il savait où il s'en allait. Puis, c'est ça, il a vendu 3 ans plus tard, plus que le double du prix. C'est du cas par cas tout le temps. C'est un employé de la business qui a racheté la business, c'est ça que tu dis? Ouais. OK. J'avoue qu'il devait commencer à connaître un peu les rouages de la compagnie.
C'est ça. Fait que, tu sais, acheter pour acheter, là, moi, je vais acheter une business, trouve-moi en une, là. C'est sûr que je te prends pas comme client parce que tu peux pas acheter n'importe quel Non. business. Oui, tu Non. peux être un entrepreneur, puis faut que tu aies une raison derrière. Moi, ça me passionne cette industrie-là. J'ai étudié là-dedans ou j'ai travaillé là-dedans. Faut qu'il y ait une passion derrière de me dire j'ai acheté une business dans telle industrie parce que X, Y raison, puis je m'en vais là. Puis j'imagine que même si t'as raison, tu sais, si tu dis, mettons que, OK, le gars, il va acheter pour acheter, puis je décide de le prendre, ça se peut que la transaction en bout de ligne, elle finisse par choquer parce que le vendeur ne voudra pas vendre à un petit client qui arrive, puis que, tu sais, c'est quand même sa business bébé, qui a bâti, c'est son tout petit ça, bébé. son bébé. Il va pas laisser, tu sais, c'est un peu comme, mettons, une maison, là, tu sais, t'as le luxe de pouvoir choisir les acheteurs un peu aussi qui vont rentrer dans la nouvelle maison. Fait que, tu sais, si même toi, si tu le prends au début, ça se peut même que ça foire rendu à la fin si l'acheteur est comme trop cocky ou, tu sais, qui est comme, pour X raisons, là, plein de raisons qui peuvent arriver. Ouais. Je me demandais en fait, justement, tu as fait quand même beaucoup de transactions, tu as participé aussi à beaucoup au niveau du financement, tout ça. C'est quoi, mettons, parce qu'on vient de parler, tu veux pas avoir juste quelqu'un qui achète pour acheter, puis j'imagine aussi que tu veux pas en avoir non plus le propriétaire d'entreprise qui veut juste vendre pour vendre. Fait que si tu avais genre un trait commun des bonnes transactions qui font du côté des vendeurs, un trait de personnalité du côté des vendeurs, puis un trait de personnalité du côté des acquéreurs qui fait que souvent ça réussit, tout ça, ce serait quoi? C'est une transaction où toutes les deux veulent transiger l'un vers l'autre et veulent le meilleur pour l'un et pour l'autre. C'est les deals qu'on essaie de faire à 100% du temps. Pas toujours ce qui arrive, là, mais on cherche l'acheteur qui veut transiger avec le vendeur, qui veut maximiser le prix de vente du vendeur parce que lui, ça va le rapporter. Ce qu'on n'a pas parlé encore, c'est que présentement, avec la situation économique qu'il y avait ou qu'il y a, il y a souvent des entreprises qui ont une forte croissance dans les dernières années, qu'on a des doutes, dans certains cas, du maintien de cette croissance-là dans le futur. Je pense qu'il faut que tu mettes tes mains dans tes poches. Là. OK, c'est bon. C'est fait. C'est comme si on avait du beat en arrière pendant que Ah, c'est ça. Je me demandais c'est quand que le saxophone allait embarquer. Donc, en fait, ce qu'on négocie souvent dans les transactions, c'est qu'on appelle ça des close earn-out, c'est des bonifications à la performance. Donc, si l'entreprise fait plus que le rendement historique, ben, le vendeur vend son prix dans son entreprise plus cher. Mais c'est des clauses qu'on va. Mais il faut qu'il reste là 5 ans après avoir vendu son entreprise de quoi de même. Là. Non, c'est des clauses qu'on met 1 an à 2 ans. C'est long, 5 ans. Là. Non, mais c'est parce que c'est drôle parce qu'il en parlait de ça, les earn-out dans Build to Sell. Puis il disait, tu sais, justement, une entreprise de même où est-ce qu'il faut que tu restes là avec un earn-out, il déconseillait un petit peu ça, mais là, c'est parce qu'il parlait de 3 à 5 ans. Mais si tu dis 1 an, c'est pas super. En fait, le but de ça, c'est juste pour assurer une transition puis que les clients, que dans cette période-là de earn-out, tous les clients décident pas de s'en aller ailleurs, mettons. Non, exact. De toute façon, si on veut une entreprise, il faut s'attendre à rester minimum 6 mois, mais la moyenne, c'est entre 1 an ou 2. Donc, déjà là, il y a une période de transition. Est-ce que tu vas être là de toute façon? Puis souvent, cette clause de modification-là, ça vient combler la perception souvent de la valeur du vendeur et la perception de valeur de l'acquéreur. Donc, je fais un exemple. Historiquement, la compagnie fait 300 000 de BAYA, on le vend à 5 fois son BAYA à 1,5 million, mais le vendeur... Vas-tu dire le BAYA, c'est quoi, pour ceux qui ne savent pas? Oui, le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements. Ça, c'est des BIDA, c'est ça? C'est la traduction des BIDA, ouais. C'est le critère d'évaluation de 95% des transactions. Ouais. On se base sur combien l'entreprise génère en argent pour savoir combien de temps ça va me prendre pour rembourser mon investissement. Donc, ça pour dire qu'on est à... Le vendeur lui dit non, mais c'est pas 300 000 mon BAYA, c'est 400 000 parce que j'ai fait ci, ça. Fait que dans le futur, ce sera plus 300 000, ça va être 400 000. Donc, pour moi, ma compagnie, je pense qu'elle vaut 2 millions. Donc là, on a 500 000 d'écart. Donc, souvent, ce qu'on va dire, c'est parfait. On va être 1,5 million à la transaction. Puis, il va y avoir une bonification de la performance de 500 000 si tu réussis à livrer la prochaine année ou pour les 2 prochaines années cumulées, équivalent de 400 000 de BAYA dans l'année. Donc, tout le monde est gagnant. L'acquéreur achète une business qui livre 400 000 de BAYA.
Puis l'autre, il y a 1.5 upfront à la signature. Ça. Exactement. C'est intéressant. Puis écoute, t'en as glissé un mot un peu tantôt, puis justement, on n'en a pas vraiment parlé, on n'a pas vraiment touché le sujet, mais depuis un an, depuis l'apocalypse, qu'est-ce que ça a eu comme impact, pour justement les acquéreurs, les vendeurs d'entreprise, puis qu'est-ce que ça a eu comme impact, sur toi, puis ton modèle d'affaires? Hein? Je te dirais que les premiers mois, ça a été plus tranquille parce qu'il n'y a pas une personne au crédit bancaire de 100% des institutions financières qui prenait de décision. Okay. Pas une transaction sur Zoom à ces montants-là non plus. T'sais. Non, tu sais, il faut les comprendre. C'est eux qui sont redevables d'avoir le gars, il signe en bobette. Puis, non, mais il n'y a aucune idée. Les 2 premiers mois, il n'y avait aucune idée si la business allait être capable de survivre à ça. De survivre adéquatement. Donc, ça prenait une période de transition pour dire, OK, voici le plan de match, voici comment on va sortir. On sort à tel moment de la pandémie, les revenus sont-ils là? Donc, il y a eu une période où il fallait surexpliquer où on s'en allait, comment on sortait de la crise, comment on allait être capable de rembourser les prêts. Donc, ça a fait que les prêts ont été beaucoup plus longs à octroyer. Mais tu sais, ceux qui ont tous revu leur modèle d'affaires puis qui ont comme fait un 180 degrés pour relancer puis tout ça, là, en ce moment, vu que là, on est en train de reprendre le dessus puis que ça redevienne normal, eux vont sûrement être gagnants, là, parce qu'ils ont rajouté une plus-value à leur entreprise, ils ont ajouté comme une offre de service qu'il n'y avait pas avant. Tout à fait. Là, pour compléter, pour continuer où j'allais, il y a eu 2 types de profils qu'on a vus, là, que soit ceux qui ont profité de la pandémie pour doubler leur chiffre d'affaires. Donc, on est passé d'un processus où ça valait X, puis que là, il fallait revenir aux acheteurs intéressés pour dire non, ça vaut Y maintenant, c'est toujours intéressé, ça vaut plus cher parce que voici les contrats qui ont été signés, voici la nouvelle profitabilité qui va être dégagée. La plus-value. Hein. La plus-value, donc c'est plus la même situation, c'est plus le même prix. D'autre côté, il y en a qui ont été affectés, ils n'ont pas travaillé pendant 3 mois, leur profit de l'année a été jeté, où il y a eu des subventions. Donc là, c'est de redresser le COVID de leur profitabilité pour dire c'est ça la profitabilité de l'entreprise, excluant l'impact du COVID. Maintenant qu'on est sorti, voici historiquement, il faut vraiment normaliser dans leur historique de profitabilité comment le COVID a eu d'impact dans l'entreprise pour pas que ça ait d'impact sur leur prix de vente à court terme. Évidemment, il va y avoir des clauses d'un autre aussi avec eux pour dire voici la preuve que je suis à l'aise à confirmer qu'en sortant de cette crise, je vais revenir à des niveaux historiques. OK. Intéressant. Puis de ton côté, c'est ça, qu'est-ce que ça a changé dans votre quotidien, dans ta façon au niveau du travail? C'est quoi les défis que ça a amené? Le plus gros défi, c'est que je travaille de la maison, puis là, tout le monde se rapatrie à la maison. Donc là, je travaille du bureau familial. On a une agence de voyage familiale, ma famille est propriétaire d'une agence de voyage. Donc, je me suis fait un bureau vu que c'est très tranquille ici. Ouais, puis l'agence de voyage, ça a dû être tranquille. Non, c'est ça, c'est ça. Ok, ton bureau, tu vas déménager là-bas. Exactement. Okay. Puis, sinon, tu sais, dans le fond, c'est juste plus de rencontres, moins de rencontres en place, donc plus de productivité, plus de temps pour avancer les dossiers. J'ai pas, tu sais, moi, mon quotidien n'a pas vraiment été impacté tant que ça. C'est juste qu'il a fallu que je sois patient avec les banquiers parce que s'en est suivi aussi tous les prêts COVID, là, donc on était un parmi la liste de tous ceux qui demandaient du financement, sauf que nous, c'était pas nécessairement pour la pandémie, c'était pour une transaction. Donc, il fallait être patient. Mais toi, tu sais, t'en vois passer plein, puis t'en fais plein, des trucs de même. Ça t'a jamais tenté de m'amener toi pour toi en acheter une ou quelque chose? T'sais, en toute honnêteté, là, je suis encore jeune, là, je ne ferme pas les portes, mais j'aime beaucoup le mode de vie c'est ça, l'anglicisme, c'était middleman. L'entremetteur. OK, parce que toi, t'aimes ça aller dans les soupers puis manger du caviar, c'est ça? C'est ça que t'es en train de nous dire. Non, mais j'aime l'aspect par projet de mon travail. Je commence quelque chose, ça a une fin définie. Une fois qu'on a la transaction qui est finie, je passe à un autre. Ouais, je comprends. C'est tout le temps nouveau. Ouais, j'aime cet aspect-là. Puis évidemment, nos clients, on les suit.
Une fois la transaction faite, bon, mais on les suit pour les accompagner dans le levée du financement aux besoins pour leur croissance. Donc, on suit toujours nos clients, mais en même temps, on a toujours des nouveaux projets qui repartent. Puis, et j'ai pas à gérer personne d'autre que moi dans mon quotidien. Donc, c'est la liberté avec mes jeunes enfants en ce moment, ça vaut de l'or pour moi de pouvoir, faire une charte à 3h30 pour aller chercher les enfants à l'école, puis les amener à un cours d'équitation, puis faire 2-3 appels. C'est la joie d'être à son compte, puis ces choses-là, tu décides un peu de... Exactement. Tandis que quand tu as des employés, oui, tu peux le faire, mais c'est sûr que là, avec la pandémie, tu es à la maison. Ça dépend à quel stade que tu es dans ton entreprise. Tu sais. Ouais. Tout à fait. Donc, si tes employés ils ont tout le temps besoin de toi pour tout approuver, là, c'est sûr que c'est comme ça différent. Mais si c'est ça, si t'es juste là comme le gars qui tient ficelle, mettons, ben c'est différent un peu aussi. Là, je pense que tu peux faire ça. En tout cas, j'ai une autre question, moi. Est-ce que t'as déjà fait des transactions où est-ce que tu sais, là, dans l'œil du dragon, qu'est-ce que tu penses de ça? Genre, as-tu déjà été impliqué dans certaines transactions que t'étais du côté du vendeur? Non, en fait, dans l'œil du dragon, c'est beaucoup marketing. Ouais, c'est ça. Il donne pas la stat, je la connais pas, mais je pense pas que. C'est très peu de deals qui se concluent. Je pense que c'est 1 sur 10 qui se close pour vrai. Ouais. C'est ça. Fait que, c'est plus pour voir son entreprise, puis je trouve ça génial. Je te dirais qu'eux, ce qu'ils font, c'est ce qu'on fait pas, nous. Tout ce qui est équité, lever de l'argent pour rentrer des actionnaires qui sont un peu plus passifs. C'est un peu des anges investisseurs. Là, exactement, des anges investisseurs. Là, on tombe dans l'AMF, ça prend une licence de marché dispensée. Puis nous, on ne fait pas ça. Nous, on achète, on vend des entreprises pour nos clients. Okay. Puis, je te dirais, ça dépend. C'est bon quand tu n'as pas beaucoup d'argent à mettre et tu peux faire une transaction absolument. Ouais. Je trouve ça très pertinent d'aller te chercher un ange qui va te coacher, te mentorer, puis t'aider à avoir ne serait-ce 5, 10 peut-être 20 d'une business, mais avec le handshake agreement de dire, regarde, je te prête l'argent, monte-la, puis à fur et à mesure que tu vas la monter, ben, je vais te céder des parts, je vais te les vendre. Ça va s'espérer avec les profits d'entreprise, puis ça te permet de rentrer tôt dans l'actionnariat, dans l'entrepreneurship, sans nécessairement avoir à mettre beaucoup d'argent. Pour les jeunes, pour moi, je trouve que c'est merveilleux. Puis ça te permet d'accélérer ta croissance parce que si tu arrives avec n'importe quoi, 500 000 à un partenaire financier qui tu lui dis, regarde, j'ai un ange investisseur qui vient mettre 500 000, toi, tu mets combien pour m'aider dans mon projet de croissance? C'est sûr qu'on peut accepter ce montant-là. Ouais. Donc, ça te permet d'avoir des hormones de croissance. Okay. Puis vous autres, votre modèle d'affaires, quoi, t'es payé un pourcentage de commission sur la transaction, j'imagine? Tout à fait. On est à la performance, donc 95% de notre rémunération, autre que le dépôt qu'on exige j'ai du terme anglais commitment, pardonnez-moi. Donc, c'est un engagement de nos clients de dire on est sérieux. On ne va pas perdre ton temps parce que nous, c'est une façon de limiter. On n'est pas là juste pour magasiner, voir combien qu'on pourrait vendre, c'est ça? Exactement. Ouais. Donc, tu payes ton dépôt d'engagement, puis derrière, c'est payable le jour où tu as ton déboursé, si tu as l'acquéreur, ou tu as ton argent. C'est combien un dépôt d'engagement? C'est-tu un pourcentage, encore une fois, du prix de la valeur? C'est des frais fixes? Ça varie entre 5 et 10 000, dépendant du type de transaction. OK. Puis écoute, tu sais, quand on regarde historiquement les statistiques, les transactions d'entreprise au Québec, parce que vu que toi tu fais beaucoup au Québec, je vais me limiter à ça, c'était beaucoup plus en région qu'en milieu urbain. Il y avait beaucoup plus de transferts, de transactions qui se faisaient en région qu'en milieu urbain. C'est quelque chose, ouais, puis dans une proportion de 44% là, quand même. C'est parce qu'au milieu urbain, c'est plus des sièges sociaux qui sont ailleurs, c'est quoi? Je vais juste finir ma question. Moi, Seb pourra après ça rebondir sur ta question à toi. Moi, ce que je me demandais, c'était, c'est-tu encore vrai? Qu'est-ce qui explique ça? Puis est-ce que ça l'a changé avec la pandémie? C'est une excellente question. J'ai dit pendant longtemps, puis là, je vais en profiter de ta question pour lancer une bouteille à la mer. Ça prend au Québec un étudiant à la maîtrise ou au doctorat qui, je pense qu'on l'avait vu aussi au sommet international, qui part une recherche sur justement le M&A au Québec, que tout le monde puisse... C'est quoi le M&A? Le M&A, excusez, c'est la Merger and Acquisition, c'est la fusion et l'acquisition. parfait. Donc,
Parce que le problème, c'est que l'information n'est pas partagée au Québec. Tout le monde garde ses transactions dans un privé. Ah, mais ça, c'est l'esprit québécois typique, là. On n'a pas divulgué. Fait que ça fait qu'on n'a pas de comparable. Aux États-Unis, il y a des listes et des listes et des sites qu'on utilise pour se comparer, là, où on a toutes les historiques de transactions. Ici, il n'y a pas ça, mais ça serait tellement. Tout le monde gagnerait à donner à une personne toute cette information-là, puis que lui puisse la synthétiser, puis offrir des stats justement pour savoir ce genre de réponse-là, parce que je ne l'ai pas, honnêtement. Nous, on travaille principalement sur la Rive-Sud de Montréal. On a des transactions un peu sur la Rive-Nord, un peu sur l'île de Montréal, puis des fois ailleurs en région. Je te dirais que 80% de nos mandats sont sur la Rive-Sud, puis on n'en manque pas. Là. Donc, tu sais, c'est... Non, mais ça, c'est comme des grilles de tarifs, mettons, tu sais, au Québec. Je sais pas si c'est juste au Québec, mais tu sais, tout le monde garde ses affaires pour soi, puis il a peur de se faire voler ses affaires ou tu sais, de divulguer une information, genre son revenu, la valeur de son entreprise, peu importe. Parce que je pense que le monde, c'est ça l'affaire, c'est qu'au Québec, des fois, le monde qui ont du succès se font un peu mal aimer. Je sais pas si c'est une question de culture ou quoi que ce soit, mais tu sais, c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de choses-là. C'est un petit peu dommage. Exact. Pourtant, tu sais, toutes les maisons sont devraient s'entraider plus que de se juger. Puis c'est ça. C'est tout anonyme, là, tu sais. La personne n'a pas besoin de divulguer le nom des entreprises. C'est juste. Non, c'est ça. C'était quoi son revenu? C'était quoi sa profitabilité? C'était quoi son fonds de roulement de la transaction qu'il a laissé? C'est quoi le secteur d'activité? Question d'avoir du data historique pour les prochaines transactions. Aussi. Exactement, qu'on puisse éventuellement se comparer, puis avoir notre propre base de données qui nous aide à avoir une idée de combien notre entreprise vaut. Nous, on le sait parce qu'on n'est pas seul, mais il faudrait avoir justement une base de données que les gens pourraient consulter. C'est payé à la limite là, pour qu'il y ait une chaire de recherche universitaire. Mais comme le prix des maisons, tu sais, je veux dire, une maison qui se vend, le prix est public. Là. Tu peux aller regarder au registre au registre foncier puis voir combien qu'elle s'est vendue à peu près là, parce que tu sais, il y a tout le temps la banque qui rajoute un 20%, là, mais ça te donne une idée. Si mettons on considère que c'est vrai, là, sans mettons qu'on ait pu vérifier tout ça, que c'est vraiment plus en région qu'il y a des acquisitions, des transactions qui se font au niveau des entreprises, c'est parce que c'est quelque chose de plus je sais pas, inné en région de racheter des entreprises, de reprendre des entreprises de quelqu'un de la famille ou d'acheter tout ça, puis qu'à Montréal, le monde, dans les centres urbains, les gens essaient plus d'être des self-made entrepreneurs. J'ai l'impression que des centres urbains, c'est plus des grosses entreprises. Moi. Ouais, mais je pense aussi qu'en centre urbain, les gens ils sont beaucoup plus à se partir from scratch que d'essayer de se partir une entreprise. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de, je sais pas si c'est culturel, inné ou de par de où est-ce que tu habites, là. Mais ça dépend, je pense que ça dépend aussi en même temps du type d'entreprise. C'est une entreprise manufacturière, mettons. On s'entend que la manufacture n'est pas au centre-ville. Là. Elle est souvent en région ou dans une petite ville ou quoi que ce soit. Fait que peut-être que c'est là le siège social aussi. J'ai l'impression qu'au centre-ville, les bureaux, les tours de bureaux, c'est plus des sièges sociaux ailleurs qui ont les moyens de se payer, mettons, un bureau à Place Ville-Marie. Fait qu'il doit en avoir peut-être, tu sais, mettons, moi, j'irais pas m'ouvrir un bureau au centre-ville, mettons. Ouais. Écoute, il y en a qui le font, mais il y en a, tu sais, je veux dire, en tout cas, c'est une question qui serait vraiment intéressante à aller creuser. Vraiment, avec la bouteille à mer, comme ça, vient de dire, hein, je pense que ce serait vraiment. À tous les étudiants qui nous écoutent. Ouais. Toi qui finis ton doctorat ou toi qui fais ton doctorat, change ta thèse. Change ta thèse et change le sujet de ta thèse. Mets ça au vidange, brûle la poubelle, puis repasse à neuf. Écoute. Mais je sais pas, t'avais-tu d'autres questions, Tristan? J'ai une autre question parce que je veux avoir l'opinion de Seb là-dessus. Tu sais, quand tu regardes, justement, j'ai ressorti un peu les statistiques, justement, quand on s'était vu au sommet en 2017, puis des gens qui se partaient en affaires, le 2/3 se partaient en affaires from scratch, à partir de zéro. Puis le 1/3, c'était des acquisitions, donc ils allaient chercher des entreprises qui étaient à vendre, puis ils se lançaient en affaires via ce modèle-là. Est-ce que c'est tout domaine confondu? Tout domaine confondu. Moi, tu sais, puis on voit qu'aujourd'hui, la proportion de gens ou d'entreprises qui cherchent à vendre, parce que justement, tu sais, je pense qu'il y a une grande portion de la population qui vieillit. On va parler des boomers, juste eux autres pour commencer, qui vont chercher à se départir d'une entreprise, justement d'assurer un fonds de retraite, tout ça. Si on reste dans une proportion si c'est trop disparate entre le nombre de personnes qui veulent juste continuer à se partir de zéro puis ceux qui veulent vendre, on s'en va-tu dans le mur?
En fait, c'est une question de communication, d'éducation. Le CETEC fait une bonne partie de ce travail-là, mais c'est aussi c'est un peu à tout le monde de le faire connaître. On a, tu sais, une compagnie qui fait une valorisation d'en bas d'1 million, il y en a beaucoup pour qui, quand on prend leur retraite, vont mettre la clé dans la porte et ils ne pensent pas que c'est possible de vendre leur entreprise. De la même façon qu'un jeune entrepreneur qui veut se lancer en affaires, qui n'a pas une scène, ben, il ne pense pas que c'est possible non plus de pouvoir acheter une business de 500 000 ou d'1 million. Mais c'est très bon ce que tu dis là. C'est ça le. Non. Fait que, tu sais, moi, le premier, là, je l'ai fait, là, j'ai parti, là, mon premier taux horaire que j'ai vendu il y a peut-être 13-14 ans, je me vendais à 35 piastres de l'heure. Ben, ma femme de ménage, c'est ça quelque chose. Wow! Mais en fait, c'est ça que Seb faisait, il avait des maisons. Ouais, c'est ça. Mon point, c'est que tu peux partir from scratch à 40 ans après avoir été employé puis à charger un taux adéquat. Mon point, c'est toujours, tu sais, partir from scratch, il faut peut-être chercher des clients, il faut peut-être te structurer pour avoir des sous-traitants aux besoins, peut-être éventuellement. Ça dépend dans quel domaine. Je pense, tu sais, moi je suis parti from scratch, j'ai une business de service, j'avais pas de dépenses, j'ai pas de coûts fixes. Fait que, tu sais, ça dépendait juste d'aller chercher des clients puis de leur offrir mon service. Mais vendre un produit, là, t'as des frais fixes de genre développement le produit, puis de l'améliorer, puis le brander, puis ci, puis ça, tu sais. Fait que je pense que c'est plus facile de partir d'une business de service qu'une business de produit. Ça coûte moins cher, en tout cas. Je vois le même défi, produit-service, là, le service scaler sa compagnie, puis pas frapper un mur de croissance, là, une fois que t'es bien en selle, là, c'est le même challenge pour moi, là, juste engager du monde, les former. Ouais, exactement. Le mur de croissance, tu l'as exactement dit. Moi, j'ai l'impression que j'arrive dans ce mur-là. Là. Fait que c'est comme là, où est-ce que je disais tantôt, tu as deux options. Soit tu vires à droite, tu prends l'autoroute, ou soit tu continues sur le petit chemin pout-pout où est-ce que tu étais depuis le début, puis tu continues tes petites affaires. Mais en faisant ça, tu as toujours le risque de perdre des clients, puis ci, puis ça, puis tu es le seul responsable de la business. Fait que c'est un choix de vie aussi. C'est ça, c'est un choix de vie. Tu crées pas de valeur d'entreprise. Exact. Tu te crées une job, en fait. Tu te crées une job. Fait que tu sais, c'est pas. Moi, je le vois plus comme une job de consultant que j'ai été souvent pendant longtemps. Je le suis encore aujourd'hui. Tu sais, j'ai pas de valeur à vendre. Mais si tu as l'entrepreneurship en toi, tu veux créer une valeur que tu vas pouvoir revendre plus tard, au même titre que l'immobilier, ben c'est là où justement, tu sais, partir, en tout cas, engager du monde, les former, alors que tu peux avoir quelque chose qui est déjà autonome, les gens sont formés, les clients sont là, il y a un avantage concurrentiel pour X, Y, Z de raison. Ça roule tout seul, là, tu sais, c'est... Ah, c'est clair. Mais c'est stressant à engager, là. Tu sais, parce que t'engages quelqu'un, tu ne sais pas, il va-tu être bon, il va-tu être pas bon, il va me coûter des sous, tu sais, c'est une responsabilité, là. T'es aussi responsable de lui, mais de... Tu sais, comment je pourrais dire, tu sais, mettons, après ça, ça marche pas, faut quand même que ça soit toi qui le licencie. Puis le licencier, ça veut dire que tu coupes les revenus de sa famille, peut-être aussi, tu sais. Il y a tout ça, là, qui est sur tes épaules, là. C'est pas facile pour vrai, là. Non. Il y a personne qui va dire que c'est facile, clairement, là. Puis, tu sais, la meilleure chose que j'avais lue sur licencier quelqu'un, c'est si tu es un bon entrepreneur, une personne qui est licenciée, ça ne doit jamais être une surprise pour lui. Tu vas le préparer à sa sortie. Non, mais avec des rencontres, puis la communication, ça marche pas. Il faudrait travailler là-dessus, puis tu laisses des chances. Mais tu sais, à un moment donné, à la fin, à un moment donné, c'est sûr qu'il comprend pas. Il peut pas mettre en péril ta compagnie parce que la personne, je veux dire, elle fait pas la job comme faut. Ou, tu sais, il y en a, j'imagine qu'il y en a des licenciements qui sont plus faciles que d'autres, là. Mais, tu sais, des fois, quelqu'un, tu sais, mettons que tu licencies quelqu'un, pas parce qu'il fait pas une bonne job, mais parce que, pour une raison X, la compagnie va moins bien. Puis c'est comme, hey, je peux plus te garder. Puis tu sais, ça te brise le cœur, là, parce que tu le sais que la personne, c'était comme la personne était à la bonne place pour ta compagnie. Ça doit être quand même, parce que c'est pas un épisode sur le licenciement, là, non, mais... Non, mais aucun plaisir. Puis tu sais, le conseil que je donnerais à ces gens-là, c'est de dire, tu donnes ta lettre de recommandation, puis tu dis, regarde, je vais partager à mon réseau, puis voici, il y a des opportunités. C'est ça. Là. Je suis vraiment désolé, mais tu sais, tu lui donnes des outils pour s'en virer le bord. Exact. Ah, wow!
Quel épisode! Pour vrai, aujourd'hui, c'est... Marc-Antoine comptait dodo avant cet épisode-là. Pour vrai, je suis vraiment content. Je suis content de tout ce qu'on a appris. Je suis content de savoir que n'importe qui peut se partir. Pas besoin d'avoir des millions dans le compte de banque pour partir une compagnie. Je suis content que... Je vais perdre mon idée, je m'excuse de te couper, mais la différence, justement, qu'on disait d'engager quelqu'un, le stress que ça a, pour moi, c'est pas mal moins stressant d'avoir, après ton salaire et les dépenses d'une entreprise, mettons 100 000 $ de profit, que d'avoir ton salaire, peu de profit qui reste après, puis que là, tu engages quelqu'un, puis tu prends le risque de supporter les erreurs qu'il va te faire. Tu sais. C'est là où acquérir une entreprise, ben, tu as un peu de marge en temps normal. Tu as une compagnie qui génère des liquidités. Donc, tu as un peu de marge de manœuvre pour que ces employés-là, ben, tu puisses te tromper puis d'avoir changé ou qu'ils fassent des erreurs puis qu'ils apprennent de leurs erreurs puis que ça passe dans la marge. Mais au moins, tu as les moyens de ces erreurs-là. Ce qui n'est pas toujours le cas quand tu pars et que tu as ton premier, deuxième, troisième employé. Ouais, non, c'est ça. C'est la partie. Je pense que ça va nous prendre un autre épisode sur savoir c'est quand faut que j'engage. C'est quoi les indicateurs qui disent qu'il faut que tu engages, puis etc. Ben, quand tu dors plus la nuit puis que t'as pas de temps pour toi, généralement, c'est un peu... Non, mais qui t'engage en premier? T'engages un représentant qui rentre des revenus ou t'engages un exécutant? Oh, ça, c'est une bonne question. Ça dépend. La question que je te posais, c'est qu'est-ce que toi, t'aimes le mieux faire, que t'es le meilleur dedans, t'engages la partie où t'es le moins bon. Ouais. Ça, c'est la réponse facile. C'est parce que la part, c'est que Marc-Antoine, il sait pas dans quoi qui est bon, fait que... Non, c'est ça, moi, Non, mais c'est pas ça, c'est que tu l'as dit depuis le début. Je veux dire, j'ai bâti mes choses depuis le début avec ma personnalité, ma manière de fonctionner, etc. Fait que si je décide que je deviens juste représentant puis que je donne toute l'exécution à quelqu'un, hey, faut qu'il fasse confiance en maudit, là, parce qu'il faut qu'il exécute de la façon que toi tu le ferais. Mais si j'engage moi je deviens l'exécutant puis l'autre un représentant, ben tu veux pas que le représentant fasse des affaires tu sais qui promettent des affaires que t'offres pas ou des trucs custom que tu fais pas. Moi, j'aurais tendance à dire dans ton cas, pour te connaître, que je pense que vendre, c'est pas mal à tout le monde que c'est donné. Puis tout le monde va réussir. Tu sais, quelqu'un qui est bon en vente va réussir à vendre, peu importe. Tandis que dans l'exécution, si tu veux que ça aide ta signature puis que ton service soit reconnu avec une certaine particularité, t'es mieux de te concentrer dans l'exécution. Ouais, ça revient ça dépend encore une fois à ce que tu fais. Tu sais, si c'est un service que tu as transformé en produit puis que l'exécution est tout le temps la même, un peu comme une chaîne de montage, ben là, c'est différent. Mais c'est ça, c'est que si tu offres un service personnalisé, ben tu peux pas engager un représentant pour qu'il aille vendre un service personnalisé que c'est toi qui vas personnaliser après. Tu comprends? Tu peux pas engager un représentant pour aller vendre tes services de consultant. Ben, écoute. Ça se discute. Pas évident. Salut, moi je m'appelle Jean-Jacques, puis je m'en viens de vendre les services de Marc-Antoine Ricard comme consultant, tu sais, ça n'a pas rapport. Là. Ben écoute, premièrement, Jean-Jacques, d'après moi, il est un peu trop vieux pour la job. Puis, Jean-Jacques, il fait ça par plaisir à sa retraite. Ouais, d'après moi, il vendait des cigarettes chez Craveney avant. Ouais. Fait qu'en tout cas, c'est un autre sujet. Bref, je voulais juste aborder ça à la fin, mais pour vrai, c'était un super épisode. Je suis vraiment content que tu es là aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir reçu. Yes. C'était un honneur. C'est mon premier podcast à vie. Pour vrai, wow. Faut-tu qu'on te fasse un autographe, quelque chose? Tu sais, comme au hockey, t'as la POC de la première, de ton premier but. Là, si on va te faire une médaille. Un petit micro. On va te dédicacer un martini. Ah, c'est bon, c'est un petit verre à martini. Le Sebtini. Wow. Très cool. Fait que, Tristan, je sais pas si t'as un mot de la fin, cette fois. Build to sell. Oh, that's it. Hey, je vais le rappeler, ce livre-là, parce que j'ai pas de lien d'affilié. Ça fait 2 fois que je le dis, on devrait se mettre un lien d'affilié pour ça. Fait que je ne ferai pas aucune commission sur ce livre-là, mais le livre, pour tous ceux qui ont qui ont des compagnies, mettons, qui sont pigistes ou whatever, le livre Built to Sell de John Warrillow, c'est vraiment un excellent livre. Surtout que de la manière que le livre est fait, c'est comme si c'était une histoire que tu lisais. C'est l'histoire d'un gars qui a une agence de publicité qui transforme pour réussir à la vendre. C'est vraiment très très bon. Puis il y a des très bons trucs là-dedans à mettre en application. Donc je le recommande fortement. Puis ça, je pense que tu l'as lu aussi. Fait que je pense que tu peux confirmer ce que je dis. J'ajouterais aussi dans la section recommandations
À la lecture pour transactionnel, il y a aussi un excellent livre, ça s'appelle Sell Your Business for an Outrageous Price. OK. Puis, ça t'explique toutes les étapes de A à Z d'une transaction. Qui a écrit ça, sais-tu? Écoute, Par cœur? Non, pas par C'est cœur. tough des fois, ça rappelle du nom de l'auteur. Je sais que c'est un investment banker qui... Ouais, c'est pas grave. Sell your business for an outstanding amount, c'est ça? Outrageous price. Outrageous price, ok, parfait. Au pire, on le mettra dans les notes de l'épisode. Puis Kevin... d'ailleurs, ouais. Kevin M. Schwartz. Kevin M. Schwartz. Parfait. Donc, dans les notes de l'épisode aussi, on va mettre, on va mettre ton adresse courriel aussi, si tu veux la dire directement, parce que si jamais des gens qui nous écoutent, qui ont une business multimilliardaire à vendre, on a votre homme ici pour vous aider à passer la transaction, ou s'il y en a aussi qui veulent acheter une business, Seb, je sais pas si tu veux donner ton courriel pour que les gens, on va les mettre dans les notes de l'épisode aussi. Oui, avec plaisir, c'est le SGUYON @capitalconseil.ca, capital conseil en un mot au singulier.ca. Parfait. Donc, on va le rajouter aussi dans les notes de l'épisode là, pour ceux qui veulent communiquer avec Sébastien. Puis là-dessus, ben dans le fond, on va rappeler nos plateformes, ceux qui nous écoutent depuis le début. Ça fait déjà 1h10 qu'on vous jase. C'est un sujet passionnant. Donc, on est sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur SoundCloud, sur YouTube, notre page Twitter sur @2martini, notre Facebook Entre Deux Martini, et si vous voulez nous écrire, poser des questions ou vouloir participer à un épisode, c'est entredeuxmartini@gmail.com, Entre2Martini, tout en lettres. Donc, sur ce, on va vous souhaiter un excellent 5-7, des super bons martinis, puis des super bonnes séries aussi. On espère que le Canadien va se rendre loin. Et on se dit à la semaine prochaine. Merci. Bonne semaine.